T'as vraiment du monde sur tout le long, qui arrête pas de te dire, de t'appeler par ton prénom, d'applaudir, et cetera. Enfin, ils te portent, en fait. Vraiment, ils te portent. Moi, j'arrêtais pas de tourner la tête, je regardais les étoiles, je regardais cette lune énorme, c'était magique. Ils disent: «Alix, t'es 12e féminine». Je dis: «Quoi?» Alors là, j'ai halluciné. Un deuxième poum poum dans mon cœur. Je me suis dit: «Waouh, t'es 12e sur l'UTMB, quoi». Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants, qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Si vous écoutez Les Frappés, il y a de très fortes chances que vous connaissiez l'UTMB, l'un des ultra-trails les plus emblématiques au monde, dont le départ a lieu chaque année fin août à Chamonix. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir l'une des trop rares femmes à en avoir pris le départ en 2023, Alix Fark. Alix est une personne extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques mois lorsqu'elle m'a invité sur son podcast Ahorita, j'espère que vous appréciez l'accent, où elle interviewe en français et en espagnol des gens qui se sont lancés des défis fous et qui sont parvenus à les réaliser. Alix s'est mise au trail en 2021 et rapidement elle a entendu parler de l'UTMB. C'est François Daen carrément qui lors d'un stage de trail lui a conseillé d'y aller si elle en avait l'opportunité pour vivre l'ambiance si particulière de l'épreuve. 9 mois d'une préparation exigeante plus tard, Alix est dans le sas de départ. Elle vise un chrono de 33 heures et termine finalement en 32. Elle se classe 29e féminine avec un doigt cassé et 2 heures d'infirmerie à l'un des ravitaillements. Son récit de la course vécu de l'intérieur, c'est pour moi un fabuleux témoignage humain de ce que peut être le sport d'endurance. C'est difficile, c'est exigeant, on affronte l'imprévisible, on doute, mais in fine, on en ressort grandi avec une nouvelle histoire à raconter. Un grand merci Alix pour le récit de ton UTMB. Excellente écoute à vous les frappés. Ah, c'est une bonne question. Alors, l'UTMB, en fait, je m'étais fixé 3 objectifs pour cette année et l'objectif sportif de l'année, c'était l'UTMB. Donc, en gros, ça faisait 9 mois que je vivais, mangeais, dormais, pensais, planifiais tout, selon l'UTMB, genre même mes vacances, quoi. Donc c'était vraiment, un gros objectif et aussi, et ben, j'ai cette phrase qui est arrivée dans ma vie il y a 2-3 ans qui dit: «Si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment grands». Et ça, c'était vraiment quand j'avais l'UTMB face à cette phrase, c'était vraiment ça. Enfin, ça me faisait quand j'en parlais, ça me faisait pleurer, j'avais la voix qui tremblait. Encore aujourd'hui, hein, je suis sûre que si tu grattes un petit peu 2-3 questions, je vais encore pleurer parce que ça me fait vraiment peur, c'est vraiment un gros, gros truc et c'est ça, je me disais: «Ouais, ça me fait peur, mais j'ai envie d'y aller». Donc c'était, à la fois, une grosse envie et une peur de: «Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'en suis capable?» Est-ce que tu te rappelles le moment où tu as entendu parler du UTMB pour la première fois Ah et bah, le je vais moment te où tu t'es raconter. dit ah mais je pourrais le faire peut-être ou j'ai envie de tu vois ça me fait peur mais j'ai envie d'y aller du coup. Alors, je vais te répondre, il y a 3 moments dont je me souviens. Donc, il y a un moment, je faisais un trekking de 4 jours dans le Jura et on s'était retrouvés dans un refuge avec, 3 monsieur, qui avaient, je sais pas, 50-60 ans et qui parlaient de trekking, de hiking. Bah, tu sais, le Jura, c'est les terres de Xavier Thévenard aussi et donc là, ils ont commencé à parler du l'UTMB. Ils disent: «Non, mais l'UTMB, c'est des années pour se préparer, il faut au moins 10 ans de trail dans les pattes pour le faire» et cetera. Et moi, quand j'entends ce genre de truc, je me dis: «Bah, moi, je peux le faire, mais en moins de 10 ans, j'en suis sûre». Donc tu vois, j'aime bien, les défis comme ça. Donc ça, c'est le premier moment. Ensuite, c'est rigolo, en fait, je suis retombée là-dessus il y a quelques semaines avant l'UTMB
j'ai un copain d'école de commerce, enfin, on est en école de commerce ensemble, on s'est complètement perdu de vue, on s'est jamais écrit après, mais bon, on se suivait sur Instagram et hem et quand il a vu que je m'entraînais autour des Alpes et cetera, il m'a envoyé un message pour me dire: «Ah bah tiens, tu vas faire l'UTMB cette année» et je vois dans l'historique des messages que 4 ans avant, je lui avais écrit parce que lui avait fait l'UTMB, je lui avais dit: «Ah, PH, comment tu as fait, comment c'est le processus pour avoir un dossard pour l'UTMB?» et cetera. Il m'avait jamais répondu. Donc il y a 4 ans, il m'avait jamais répondu, mais j'avais déjà, de l'intérêt pour ça et voilà et en fait, ce serait peut-être les 2 éléments avec lesquels je te répondrais de l'histoire de l'UTMB, voilà. Excellent, excellent. Hem, Est-ce que tu arriverais à dire ce qui t'a fasciné plus précisément, pourquoi cette course, tu vois? Parce qu'évidemment, c'est une course d'un point de vue médiatique et c'est peut-être la Ouais, plus connue sur ce ouais. format-là aujourd'hui, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, Mmh, et des plus anciennes aussi. mmh. Donc tu arrives à dire, ce qui fait que c'est l'UTMB avec lequel, tu vois, tu as eu cette espèce de déclic et le fait de te dire: Bah «Je me lance»? ouais et ben, pour être honnête, en fait, oui, c'est médiatique, c'est là 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 et en fait, il y a 1 an et quelques, j'avais fait un stage de trail, enfin, c'était un trail camp, c'était un peu reco et cetera dans les Pyrénées et il y avait François Daen et donc on avait l'occasion de lui poser plein de questions et bah, moi, c'est vrai que plus je m'y intéressais, plus je voyais que c'était un gros truc marketing quand même et moi, j'aime bien les courses où il y a pas grand monde, où c'est un peu, format familial dans le petit village et cetera donc je m'étais dit: «Ouais, l'UTMB, peut-être pas trop». Donc je lui avais posé la question, je lui avais dit: Est-ce que tu recommanderais de courir l'UTMB?» parce que lui aussi, tu vois qu'il a la tête sur les épaules, il aime bien les trucs pas forcément, médiatiques et il m'avait répondu, il m'a dit: «Franchement, si tu as l'opportunité de le faire une fois dans ta vie, fais-le, juste pour l'ambiance. Enfin, tu verras, c'est un truc, qui se retrouve nulle part ailleurs». Donc ça lui, en fait, qui m'a quand un grand monsieur comme François Daen te dit ça, je me suis dit: «Bah, si un jour j'ai l'opportunité, je le ferai» et j'ai eu l'opportunité donc je l'ai fait. Génial. Ah là là. J'ai pas suivi en détail, tu vois, comment est-ce que ça a évolué, mais j'ai cru comprendre que le processus de sélection pour pouvoir, Oui, t'aligner au départ de l'UTMB a quand même pas mal ouais, évolué et que c'est devenu assez complexe. ouais. Tu pourrais nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors, je vais essayer de te répondre avec ce que je sais de la théorie et en fait, je vais te répondre pour ma partie, comment ça s'est passé pour moi, parce que j'ai eu de la chance, en fait. Donc, dans la théorie, dans la pratique, aujourd'hui, il faut avoir un certain index UTMB. En fait, non, bah, faut déjà avoir un index, une référence pour qu'ils sachent, ce que tu sais courir ou pas et il faut que tu aies des running stones et les running stones, tu les obtiens quand tu cours des courses UTMB. Donc si tu cours une course de 30 kilomètres by UTMB, ben, tu as 1 running stone, si tu en cours 50, tu en as plus, si tu en cours 100, tu en as plus et en fait, plus tu fais de courses UTMB et plus tu fais des courses longues, plus tu as de running stones. Donc au moment de la loterie, pour l'UTMB et ben, plus tu as de running stones, plus tu as de probabilité d'être choisi. En gros, c'est ça. Donc c'est un peu ça ce qui est critiqué, c'est que pour pouvoir courir l'UTMB, il faut passer par la loterie et pour pouvoir passer par la loterie, il faut avoir couru des courses UTMB. Donc une course UTMB, potentiellement, c'est un peu plus cher, et cetera. Bref et dans mon cas, je suis passée par un autre canal qui est quand tu cours une course qui est une major by UTMB. Donc en Europe, la major UTMB, c'est dans les Pyrénées, donc en Espagne où je vis et si tu fais un top, 10, tu as un pont direct pour la course équivalente au final UTMB, donc qui se passe à Chamonix. Donc moi, j'avais fait 3e sur, une course de 100 kilomètres dans les Pyrénées, donc j'avais mon pass direct pour, la CCC. Donc c'était le 100K de UTMB. Mais j'ai écrit à l'organisation et je leur ai dit, enfin, c'est mon rêve, et en tant que femme, je pense que je peux inspirer d'autres personnes, la 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 et ils m'ont dit: «Allez, c'est bon, vas-y, passe à l'UTMB» et voilà. Excellent. C'était quoi le trail que tu as fait en Espagne, le profil? S C'était un 100? c'était 106K, donc maintenant c'est une course qui a été un peu modifiée qui en fait 110 et 6 000 de D+. Ça s'appelle, CDHC, Kaminsder et en fait, c'est tout ce qui est Aran by UTMB. C'est dans la vallée d'Aran qui est magnifique dans les Pyrénées, donc je recommande d'y aller et c'est en la première semaine de juillet et voilà et donc il y a les 3 formats, il y a même, plus de formats maintenant, il y a 15, 30, 50, 100 et 160K. OK. Waouh! Donc là, tu finis troisième. J'imagine que tu étais déjà Ah non, c'était mais là, combien de temps c'était avant la ton folie. UTMB? C'était 1 an alors c'est rigolo, c'était en juillet 2022 et en fait, quand j'ai eu mon pass, j'aurais pu l'utiliser pour faire, l'UTMB en août 2022 ou Ah en ouais. août 2023. Donc moi, j'étais super chaude, j'étais là: «Oh, est-ce que je le fais cette année? Ouais, c'est dans 6 semaines, ça me donne le temps de me reposer» et cetera. Donc je me disais,
je suis prête là, je suis entraînée et cetera. Puis bon, j'en ai parlé avec, mon entraîneur, il m'a dit: «Tranquille, c'est pas la même chose faire un 100 miles que faire un 100 K, il faut se préparer et cetera». Donc j'ai été patiente, j'ai attendu 1 an et j'ai fait l'UTMB cette année. Mais parce que là, tu nous sors comme ça que tu finis troisième sur un 100 km avec 6000 mètres de dénivelé, ce qui est déjà enfin, un truc de fou. Mais ton passif de sportive, c'est quoi? Tu faisais déjà du trail depuis très longtemps quand tu as eu Non, 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 ce non, non, résultat ou... non. Non, en fait, enfin moi j'alterne pas mal, enfin je change pas mal de sport. J'ai fait de l'équitation quand j'étais petite, un peu d'athlétisme, après, bah, école de commerce, j'ai fait beaucoup moins de sport. Après j'ai fait un petit peu de rugby, j'ai fait un peu de après j'ai vécu au Mexique, j'ai fait de l'alpinisme, un petit peu d'escalade, mais enfin je change un petit peu comme ça. Et quand je suis arrivée en Europe il y a 2 ans, enfin quand je suis rentrée en Europe il y a 2 ans à Madrid, je connaissais personne, je connaissais rien et ma boîte en fait elle sponsorisait un trail et je leur ai dit, «Ah bah tiens, ça sera bien, comme ça j'arrive à Madrid, je me mets un objectif sportif et voilà donc chère boîte, est-ce que vous avez des dossards, gratuits pour les employés?» Ils me disent: «Oui, mais juste sur le trail de 60 kilomètres». J'étais là: «Oh!» Donc ça, c'était il y a 2 ans. Donc je me suis inscrite sur le trail de 60 kilomètres en pensant que enfin, je me disais: «Bon, bah, c'est bon, c'est gratuit, au pire, je sors à la moitié, j'aurais testé le truc et cetera» et au final, je cours le trail et je finis 3e et j'ai adoré le trail. Enfin, c'était trop beau dans la nature, toute la journée, enfin, c'était génial et je finis 3e et je me dis: «Waouh, en fait, c'est trop bien» et donc et ben, à partir de là, je me suis mise à courir un peu enfin et puis j'ai commencé à connaître un peu l'Espagne, j'ai connu les Pyrénées et donc ça, ce trail, c'était en octobre, 2021 quand je suis arrivée en Espagne et puis rapidement, j'ai connu les Pyrénées, genre en décembre et quand j'étais dans les Pyrénées, j'ai vu un prospectus qui disait, «Ah bah, il y a la course du Val d'Aran, en juillet, les 100 K» et je me dis: «Bah, hop, c'est le prochain objectif», donc je me suis mis aux 100 K et voilà. Non, mais après quand tu dis 3e sur une course, enfin, c'est vraiment relatif. En fait, ça dépend du plateau qui est là. Enfin, je préfère faire, tu vois, sur les TMB, j'ai été 29e féminine. Je préférais 29e féminine et que devant moi, il y ait des Courtney de Walter, qui est Blandine Hirondelle, des gens comme ça, que 3e sur une course où bon, la première c'était Katie Scheidt quand même. Elle m'a mis 4 heures dans la vue ou 3 heures. Mais après, enfin, il y avait pas un vrai plateau de super, coureuses et cetera. Donc ça tu peux être je dis tout le temps, je préfère être la dernière des bons que la première des moyens ou des amateurs, quoi. Voilà. Hmm. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu reçois la réponse du TMB, que tu Non, vois que mais c'est bon, tu peux ne pas alors partir sur la CCC, mais sur j'étais au l'UTMB? bureau, j'ai vu ça, je me suis levée tout de suite, j'étais mais en fait, je pouvais en parler à personne parce que personne ne connaît le Ouais. trail, personne tu dis UTMB, ils disent: «Quoi?» Alors personne j'étais trop contente, j'avais des larmes aux yeux de joie, quoi, donc j'écris tout de suite à mon entraîneur, je lui dis: «Pablo, je suis prise pour l'UTMB» et il me dit: «Bon, bah, on va travailler, pour les prochains mois, quoi» et voilà, non, mais je sautais de joie, j'étais trop contente et en même temps, je me disais, «Ouais, bah, c'est une grosse montagne, je sais pas par où je vais passer, mais bon, c'est bon, quoi, le chemin est ouvert, j'y vais». Et une fois cette euphorie passée, concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place pour te préparer? Alors, j'étais tout à fait consciente qu'avec mon petit passif de trail, enfin, ça faisait, 1 an que je m'étais mise au trail vraiment, il allait falloir que je trouve des raccourcis et que je sois bien accompagnée. Donc j'ai fait plein de trucs. En fait, toute ma vie, je l'ai je l'ai organisée autour de ça. Donc bah, je sais qu'il y a des gens qui critiquent pour ça et cetera. Mais bon, enfin, moi, je vais te dire ce que j'ai fait et je pense que quand tu as un rêve en face de toi, il faut vraiment s'en donner les moyens. Tu vois? Enfin, il y a des gens qui arrivent sur des trails et qui disent: «Ah mais j'ai rien entraîné» et cetera. Je dis: «Bah, c'est dommage, quoi». Enfin, moi, l'UTMB, c'était mon rêve, donc j'ai vraiment tout aligné pour faire ça. Donc j'ai fait, déjà, nutritionniste. Donc on m'a recommandé une nutritionniste qui est spécialisée en trail parce qu'il faut apprendre à enfin, comment tu manges et qu'est-ce que tu manges pour que ton estomac, il te pose pas de problème pendant 170 kilomètres. Donc pendant une course qui peut aller jusqu'à parce que l'UTMB, la limite, c'est 46h30. Donc, qu'est-ce que tu manges pendant 46h30 pour pouvoir courir et alimenter bien ton corps? Donc, j'ai travaillé avec une nutritionniste. Ensuite, bah, j'étais dans un groupe de course à pied qui n'est pas forcément spécialisé en trail, mais bon, ça, c'était mon groupe et donc j'avais mon entraîneur. Après, bon, ça, c'est une habitude que j'avais déjà, bah, quand tu fais du sport, enfin, moi, je trouve que c'est bien de voir au moins une fois par mois tu sais faire un massage sportif. Mmh. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, je me suis vachement intéressée à la préparation mentale. Donc,
J'ai contacté l'équipe de Pierre David. En plus, ils montaient un truc en Espagne, donc j'ai rencontré le mec qui montait ça en Espagne. Donc, tu vois, on parlait un peu de dépolarisation, tout ça. Enfin, déjà, ça m'intéresse dans ma vie, perso, le développement personnel, mais en plus, enfin, allier l'utile à l'agréable, me former et tout ça, donc, voilà. Voilà, mental, physique. Ah oui, l'autre truc que j'ai fait, c'est, moi, je déteste aller à la salle de sport, mais je me suis quand même inscrite à une salle de sport pour y aller 2 fois par semaine pour, tu vois, faire du renfo, du gainage, tout ça. Et j'avais déjà la pratique du yoga. Ça fait un moment que je fais du yoga, mais là, je faisais 2-3 sessions par semaine pour, ça complète vachement bien le trail parce que le trail, c'est de l'impact, c'est, potentiellement des chutes aussi, et le yoga, tu vois, ça étire, ça relaxe et cetera. Donc en gros, c'est à peu près, tout ce que j'ai fait pour préparer l'UTM. C'est super intéressant. Approche méga complète au final de la nutrition à la prépa mentale en passant par tu vois, de la préparation physique généralisée, du renforcement. Mais à côté de ça, tu avais un taf normal, Ah j'imagine. Enfin, je oui! le Ah sais, mais je bah, te le pose la truc, c'est question. que, voilà, tout le monde pose des questions, mais la clé et ma chance ici, c'est que j'ai pas d'enfant, en fait. Donc voilà. Et l'autre truc, c'est que j'ai sacrifié ma vie sociale, à fond. Enfin, tu vois, j'habite à Madrid. Madrid, c'est la ville de la fête où tu sors tout le temps. J'habite dans le centre. Quand je sortais m'entraîner le matin à 6 heures du mat pour aller courir, 20 kilomètres, je croisais des gens qui rentraient de soirée, quoi. Enfin, je croisais très, très peu souvent des coureurs. Je croisais beaucoup plus souvent des gens qui rentraient de soirée. Et donc, parfois, enfin, oui, j'étais contente d'aller courir, je rentrais contente, mais parfois je me disais, «En fait, tu rencontres personne, quoi». Enfin, mais bon, je me disais tout le temps: «C'est temporaire, c'est une phase d'entraînement». C'est vraiment ça, en fait. Je me suis dit: «J'ai un objectif, c'est une fois dans ma vie, je vais tout aligner pour, enfin, je vais donner le meilleur de moi-même pour y arriver». Et aujourd'hui, enfin, j'avais vraiment tout aligné pour aller là. Et je me disais: «C'est la première étape», et le 3 septembre, quand c'est terminé, et ben, j'aurai une nouvelle étape dans ma vie et je ferai d'autres choses, je me rouvrirai à la vie sociale et cetera. Voilà. Excellent. J'ai l'impression d'entendre un peu, tu vois, la différence entre motivation et discipline. C'est-à-dire Ouais. que moi, je suis un peu ce faire. Je crois qu'on en avait parlé quand tu m'avais très très gentiment invité sur ton podcast. D'ailleurs, je mettrai le lien, mais s'il y en a qui veulent aller écouter ton Ah ouais. podcast Ahorita, je vous le recommande, c'est juste génial. Mais il me semble qu'on en avait parlé, tu vois, cette différence entre Oui. la motivation, finalement, ça va, ça vient. La discipline, c'est en réalité ce qui fait la différence parce que est-ce que c'est possible de vraiment kiffer, te lever à 6 heures du mat quand il fait nuit toute l'année pour tes entraînements? Ça paraît compliqué d'être motivé à faire ça. Par contre, avoir la discipline, avoir les routines en place Mmh. pour maintenir cette habitude, in fine, voilà, l'effet composé, c'est là que la différence se fait. Exactement. Moi, je dis tout le temps cette phrase, c'est un petit peu tous les jours. Et moi, je suis super organisée tout le temps, donc j'ai un calendrier, de 365 jours, donc c'est une petite case par jour, et tous les jours, j'écrivais ce que je faisais. Parfois, c'était rien, c'était, «Ouais, c'est bon, j'ai fait mon petit entraînement, je suis allée courir 30 minutes. Aujourd'hui, j'ai fait yoga. Là, j'ai fait ma sortie longue ce week-end», et tous les jours, j'écrivais. Et quand tu vois ça, tu dis, «Je fais un petit truc tous les jours, mais ça avance, ça avance, ça avance». Et puis je voyais le 1er septembre qui était, encadré en gros sur le calendrier, et j'étais là: j'y arrive, ça va aller». Ça motive aussi. Ouais, complètement. Complètement. Je crois que c'est Tony Robbins qui dit ça, qu'on a tendance à largement surestimer ce qu'on peut faire sur une période de temps très courte Oui, et largement sous-estimer ce qu'on est capable de faire ouais, sur une période un peu plus longue. Alors, je sais plus je crois qu'il prenait 1 an, 10 ans, tu vois. ouais, Mais je pense que ça s'applique carrément sur une prépa pour un événement comme l'UTMB sur 1 an, comme tu l'as fait. ouais. Super intéressant. D'un point de vue nutrition, si on fait un micro-zoom, on ouvre une petite parenthèse, Oui, c'est quoi, ouais. toi, ce que tu as retenu, tu vois, de cet accompagnement, s'il y avait les deux, Ah, trois leçons importantes? les leçons importantes, c'est manger. Ouais. D'ailleurs, pendant l'UTMB, en fait, tu vois, je me suis entraînée 1 an, mais j'ai pas mangé suffisamment, les premiers ravitaux avec assistance, donc j'en ai payé le prix après. Mais c'est manger. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment mettre, de la nutrition nature. Enfin, j'ai essayé de, heu, alors, donc manger. Ensuite, des produits naturels, parce que si tu fais qu'avec des gels, c'est pas possible, en fait. Mais, hem, donc mettre de la nutrition nature. Donc, moi, j'avais des genre pâtes d'amandes, des dattes, sur les ra enfin, ouais, enfin des produits naturels solides, et cetera, des fruits. Mettre du salé, ça Hmm. c'est important, déjà en termes théoriques, scientifiques, et cetera. Et puis franchement, en tant que coureur, quand, enfin tu peux pas faire 40 heures à manger que du sucré.
et entraîner l'estomac à tout, quoi. Enfin, moi, j'ai rien mangé que j'avais pas, essayé avant, dans les Ouais. mois, avant, quoi. Donc parfois, il y a des gels, que j'essayais, je disais: «Ah bah non, ça, je peux pas du tout» et voilà. Donc c'est ça. OK, donc l'accompagnement, avec la nutritionniste, c'était vraiment un focus sur la nutrition en course, pas nécessairement sur la nutrition, tout au long de ta prépa, sur, tu vois, Ah si, il y quoi avait aussi manger, sur ouais, il y avait aussi sur le long de la prépa, mais bon, enfin, en gros, elle me donnait des petits menus pour manger équilibré, mais moi, enfin, je suis pas du tout je peux pas suivre un menu, alors aujourd'hui, tu vas manger, 80 grammes de haricots, enfin, ouais, bon, ouais, je suis pareil. j'ai appris à composer une assiette avec, 3 trucs, les féculents, les protéines et les légumes, quoi. Puis, avant, je mettais pas suffisamment de fruits dans mon alimentation, donc ça m'a fait du bien de mettre plus de fruits. Puis ce que j'aimais bien avec elle, c'est que je lui ai dit, enfin, moi, je suis pas trop viande, par exemple, donc elle me proposait des trucs. Elle me donnait plus des idées de recettes, c'est ça que j'ai bien apprécié, c'était des idées de recettes, un peu plus, tendance végétarienne. Et puis voilà. Puis aussi, c'est se faire plaisir, mettre de la couleur dans ses plats, changer, ça, Mmh. enfin, en dehors de la course, c'est ça, c'est vraiment, la variété, tester des nouvelles recettes, et puis se faire plaisir, tu vois? Faire des trucs, sympas. Voilà. Super, super, super. Je suis toujours curieux sur ce sujet parce que c'est vrai que pour avoir commencé à m'y intéresser à travers le triathlon, Ouais. où je pense que j'avais une approche, enfin, je me suis un peu, je suis allé regarder sur Internet comment on prépare un Ironman. J'ai vu qu'il y avait des fichiers Excel dispo, tu vois. Donc j'étais en Ouais. mode, bon, bah, faut que je sois en mode ingénieur à peser Mmh. mes aliments, etc. Et Non, ça m'a un peu, ouais. depuis, je suis un peu en mode, comme toi, tu vois, j'ai beaucoup de mal Non, à. mais en fait, il faut trouver ton truc parce qu'il y a des gens, Ouais, ça les rassure de tout peser, de tout blablabla. Bah, OK, et ça, des gens, ça marche pour eux. Moi, le truc de peser, de suivre exactement les plats, bah, tu vois? En fait, ce que je fais beaucoup, c'est le dimanche, je me cuisine un peu pour toute ma semaine, surtout l'hiver. Tu vois? Je mets tous mes légumes au four et tout ça, ou je fais des soupes et cetera. Puis après le soir ou le midi, j'arrive et donc les trucs que j'apporte au bureau le soir quand je rentre à la maison, si j'ai envie de quoi aujourd'hui, et j'ai plusieurs options dans le frigo, et là, c'est moi qui choisis, mais je sais à peu près équilibrer. ouais. J'ai pas besoin de suivre exactement un menu, donc c'est ça le truc de se faire plaisir, et puis savoir être flexible aussi, tu vois? Ouais, non, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Du coup, ta stratégie de course, d'un point de vue alimentation, hydratation, tu l'avais définie au cordeau ou pareil, tu avais un peu les grandes lignes et Ouais, tu j'avais les savais que tu allais grandes lignes, t'ajuster? mais en gros, alors, hydratation, ben, moi, je sais que je bois pas mal quand même, enfin, pas tant que toi, mais je bois pas mal. Donc je suis à peu près 600 millilitres de liquide par heure en alternant, eau et isotonique. Donc moi, je suis abonnée à Oversteam, j'adore les Oversteam longue OK. distance, et j'avais commencé à tester la Morten. Donc Morten, je sais que c'est plus cher, mais tu vois, c'est plus neutre, et puis elle est très, très bien, dosée. Donc en fait, ce que j'ai fait pour pas charger trop mon sac aussi, je, je suis partie avec de l'Oversteam enfin, j'ai une gourde, d'eau et une gourde isotonique, donc je suis partie avec de l'Oversteam dans ma gourde. Après, l'UTMB sur toute la course, eux, ce qu'ils proposaient en boisson déjà mélangée, c'était du NAC. Donc j'avais regardé, c'était même un petit peu mieux dosé que le Oversteam. Donc je remplissais avec, du NAC, de la marque NAC, et au ravito, il y avait 5 ravitaux avec assistance. Donc à chaque ravito avec assistance, j'ai mon assistant, donc ça, c'était trop cool d'avoir des assistants, qui me donnait, une gourde d'eau et une gourde avec de la Morten. Donc en fait, ça fait 5 fois, j'ai eu une gourde, avec de la Morten. Mais donc ça, c'était la la boisson. Et niveau nourriture, ben, en gros, encore une fois, il y avait 5 ravitaux avec assistance, donc à chaque ravito, l'assistance, il me donnait un sac qu'on avait préparé, en amont, et en gros, j'avais ce qu'on avait mis dans le sac, c'était un petit peu de tout pour que je puisse me servir selon, ce dont j'avais envie, quoi. Donc il y avait un petit peu de gel, mais il y avait aussi, donc pâte de fruits, pâte d'amande, il y avait toujours une barre salée, une grosse barre salée. Qu'est-ce qu'on avait mis d'autre? Ouais, en gros, c'était ça l'alimentation, je dirais. Bon, après, il y avait des sels. Alors, j'ai appris que les sels, c'était pas forcément bon. Heu, voilà, voilà. Donc il me donnait toujours, on vidait mon Ouais. gilet de toute l'alimentation, on remplissait avec ce qu'on avait mis d'autre, et après, mon objectif, c'était de manger, je mange une fois toutes les 45 minutes, toutes les heures.
Donc puis je me mets pas de reminder, mais enfin ça vient tout seul, tu sais, enfin tu sens que tu as Mmh. faim, tu vois une côte, tu dis: «Je vais me mettre un petit coup de boost». Tu manges un petit truc et voilà. Donc ça, c'était la stratégie d'alimentation pendant la course. OK. Et sur les transitions, par curiosité, je sais pas si tu l'as vu, mais Mathieu Blanchard, il a mis un Ah petit oui, tableau, ouais, comparatif sur les temps de ouais, transition, de l'année dernière qui versus était cette assez année. intéressant. Ouais. Toi, tu étais à combien à peu près? Tu as regardé? Ou Ah, alors j'ai pas regardé. Le truc, c'est que, bah, on en parlera peut-être après, mais en gros, j'ai eu un gros, blackout, on va dire, à Champey. Je me suis arrêtée 2 heures. J'étais à l'infirmerie. Mais sinon, le premier, je pense que j'ai mis non, ils m'ont dit et c'est mon assistant qui m'a dit, il m'a dit: «Non, mais le premier er pas» c'est je suis partie comme une balle, en fait. J'ai dû mettre, 1 minute 37, avec lui, un ah truc comme ouais, ça. En plus, du Mathieu je suis Blanchard, arrivée quoi. parce que je me sentais super bien, j'ai: «Vas-y, passe-moi ça!» J'étais même un peu, j'étais: «Ah mais vas-y!» Non, j'ai pas été méchante, mais j'étais un peu, accélérée, on va dire. Et puis, après, le suivant, c'était à où? À Courmayeur. Là, je me suis plus posée et cetera. Je pense que j'ai plus mis 6 minutes. Ouais, je crois que j'ai mis 6 minutes. Après à Champey, bah, je te dis, j'ai fini à l'infirmerie, donc je suis restée 2 heures à l'infirmerie. Et après les suivants, j'ai pris plus de temps aussi, j'ai dû mettre 6 minutes. Ouais, 5-6 minutes. OK. Puis c'est ouais, le rythme est quand même méga soutenu, hein. C'est Bah, en fait, quand super tu bah, impressionnant. alors déjà, il y a des gens qui ont pas d'assistant, donc ça fait des pauses plus longues. Mais quand tu as ton assistant et puis que le mec, il est super calé, dans mon cas, c'était un mec ou une fille. Et tu vois, il me préparait tout, il me disait: «Ça, c'est prêt», enfin des petits trucs à manger, c'était tout prêt. Il m'avait préparé mes bouteilles d'eau et cetera. Enfin, j'avais juste à si je m'asseyais, c'était juste pour souffler un coup, quoi. J'avais pas besoin en soi de rester plus longtemps au Ouais. ravito. Ça ressemble de plus en plus au pit de Formule 1, tu sais? Ouais, Tu arrives, boum, ouais, les ouais, phases sont retirées, changées. ouais. OK, bah, écoute, merci pour, ce petit zoom sur la partie nutrition, stratégie d'alimentation et cetera. Si on fait une espèce de fast forward, on a pas mal parlé de la préparation, comment est-ce que tu en es arrivé à obtenir ton dossard. Dossard numéro d'ailleurs? 248. 248. Est-ce que tu penses qu'il va rester gravé, dans ta tête ce numéro? Non, 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 non. numéro de dossard, non, pas d'association avec le numéro. Ok. Mais si on fait un fast forward, tu parlais de ce stage dans les Pyrénées où François Daen t'avait dit bon, clairement, si tu as l'opportunité d'y aller pour Ouais. l'ambiance, vas-y. Je sais que tu es arrivé à Chamonix quelques jours avant, mais on en parlera peut-être après. Mais là, si on se projette, si on revient au moment où tu es sur la ligne de départ, Ah, ouais, dans le SAS, il se passe ouais. quoi d'un point de vue émotion, ambiance? Non, bah, alors là, en fait, c'est marrant parce que, bah, en fait, tu vois, j'avais tous les jours un truc, ça me rapprochait, ça me rapprochait, ça me rapprochait du but. Et en fait, plus ça se rapprochait, plus j'étais sereine. Et enfin, il y a des gens qui commençaient à m'écrire, 1 semaine avant l'événement, 3 jours avant l'événement: «Et alors, ça va? Tu stresses pas trop?» et cetera. Et je me sentais tellement sereine, j'avais juste envie de partir, quoi. Je me disais, «Ça fait 9 mois que je bosse là-dessus, j'ai juste envie de partir». Donc dans le sas, enfin, j'étais déjà dans ma bulle, en fait, parce que bah, je savais ce qui nous attendait. J'avais revu le parcours 1000 fois dans ma tête, parfois quand je me couchais le soir, je me voyais, je me disais: «Ah là, tu arriveras à Courmayeur, après il y a la petite descente, après là, ça monte comme ça». Enfin, je voyais tout. Enfin, je l'avais tellement mâché, 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 j'en avais rêvé, je l'avais visualisé, mais tellement de fois. Je me disais: «C'est bon, on est là, quoi». Donc d'un côté, j'avais commencé à être dans la bulle et puis c'est passé super vite, en fait, parce que je suis rentrée dans le sas. hem Il y a eu, les petits mots du speaker un peu, émouvants comme toujours. Après ils mettent la musique, donc là, bien sûr, j'ai les larmes qui ont coulé. Tu tapes un coup dans tes mains, puis tu entends 3, 2, 1, go! Et après c'est parti. Et quand j'ai commencé à courir, c'est là je me suis dit parce qu'en fait, moi je me suis dit, je faisais vraiment gaffe les jours avant. Je me disais: «Ce serait con de te tordre une cheville sur un trottoir à Chamonix» et cetera. Donc je faisais vraiment attention et je me disais, «J'espère que je serai, saine sur la ligne de départ, que je pourrai partir». Et quand ils ont dit go et que j'ai commencé à faire les premières foulées, j'ai dit: «Ça y est, tu dedans». Et voilà. Donc voilà le l'ambiance à la ligne de départ. Ça a été assez Et sur, rapide au final. ouais, bah, moi, c'est un truc, je sais pas s'ils le font systématiquement, mais je me rappelle que la PTL, c'est pareil, tu vois, il y avait de la musique, et cetera, le speaker, et puis un moment où il y avait juste la musique, personne parle, et d'un coup, 3, 2, 1, go, tu vois. On était là, Mmh. ah bon, ok, Oui, bon, bah, on y oui, va, tu vois. oui, ouais. C'était pareil, vous aussi? Bah, ouais, ouais, ouais. C'est passé super vite. En plus,
Il y a une fille, bah, justement, c'est celle qui avait fait 2e, à la CDHC, donc 1 an avant, alors elle, c'est une Bolivienne qui vit aussi en Espagne et je l'ai recroisée sur plusieurs courses, donc elle avait fait 2e sur l'autre et elle était passée à l'UTMB aussi. Donc on s'est suivis, enfin, tu vois, on s'écrit, machin et on était ensemble sur la ligne de départ, donc elle était à côté de moi et le départ, c'est à 18h et à 17h59, elle me dit: «Vas-y, vas-y, fais une vidéo, parce que moi, je suis trop petite» et cetera. Donc le stress, elle me fait sortir mon téléphone, faire la vidéo, pendant qu'il y avait la musique UTMB et cetera et en fait, j'avais à peine terminé la vidéo, ils disent: «Go!» J'étais là: «Ouh là là, je range mon téléphone, on y va, quoi». Donc j'ai pas trop eu le temps de me rendre compte de tout ça. Une fois que le départ est annoncé, du coup, tu dirais qu'il te faut combien de temps pour pour switcher du mode ouah, je suis, tu vois, empli d'émotions, c'est incroyable, je suis en train de réaliser mon rêve, à ok, maintenant focus, je déroule, approche un peu plus, on va dire, le combat, quoi. Bah, je te dirais à la première seconde, hein, franchement. Ah ouais, direct, En fait, je ok. suis partie et j'étais focus, quoi. C'est parti. Bon après, je te dirais, en fait, j'étais dans ma bulle dès le enfin, je pense que les jours avant déjà, j'étais dans ma bulle, quoi. Hmm. Enfin, je faisais attention à moi, enfin, je pensais ça, quoi. Enfin, j'étais focus, focus. Après, c'est vrai qu'il y a la je sais plus comment on dit en français, la liesse, ou l'allégresse du début, donc tu pars. Tu sais pas à combien de kilomètres heure tu vas, mais il faut pas regarder ta montre. Donc tu pars, il y a des gens partout, c'est ça et puis en plus, tu sais, tu es en France et en fait, j'ai calculé, il y a à peu près, 20 de Français dans les coureurs. Donc ça veut dire que entre guillemets «un coureur sur 5» et on est, qu'1 fille sur 10 coureurs. Donc il y a à peine 10 de femmes qui courent. Donc quand ils voient une femme qui court, et en plus française, ils disent, «Allez Alix!» Tu vois? Ils voient ton nom sur ton dossard et ça donne un boost d'entendre ton prénom, c'est, «Allez Alix!» Donc enfin moi je me sentais, enfin Tu voler, t'envoles, quoi. ouais. Enfin je Ouais. me rendais même pas compte que je courais pendant des kilomètres et donc ça c'est jusqu'aux Ouches parce qu'après les Ouches, là, il y a la grosse montée qui commence, enfin ça commence là. Donc je dirais jusqu'au kilomètre, 13 environ, tu bah, tu es parti, tu es dans l'allégresse et après là, c'est quand tu sors tes bâtons, je pense c'est bon, tu commences à rentrer dans le dur. Hmm. C'était quoi pour toi les grandes étapes, en tout cas les sections qui t'ont vraiment marqué, euh, tu vois, quelle que soit la raison, la beauté, la difficulté, peut-être l'ambiance, parce que moi j'ai vu des Ouais, vidéos de certains passages qui étaient ouais, ouais, complètement ouais, délirantes. ouais. Mais est-ce que voilà, tu arriverais à tu vois, nous parler de quelques-unes de Ouais, ces sections qui pour toi étaient vraiment OK. Donc, marquantes? bah, alors la première section, je dirais, c'est jusqu'aux Ouches parce que tu as vraiment du monde sur tout le long, tout le long, tout le long, qui arrête pas de te dire, de t'appeler par ton prénom, d'applaudir et cetera. Enfin, tu te sens, enfin, ils te portent, en fait. Vraiment, ils te portent. Donc c'est incroyable. Je me souviens même alors première erreur de ma part, les Ouches, tu arrives, bah, dans la rue centrale qui est assez large et en fait, le ravito, il est au milieu donc enfin, il y a des robinets, au milieu donc les gens, ils s'arrêtent pour mettre l'euro et moi, je suis arrivée tellement comme une balle, je me sentais tellement, légère comme ça, j'ai avancé, avancé, broum, j'ai passé le ravito et j'ai pas rempli mes gourdes. Enfin, je les ai touchés rapidement, j'ai dit: «Ah, c'est bon, j'ai suffisamment de liquide». Ou je me dis: «Oh, peut-être que je remplirai vers la fin du ravito» et il y avait pas de fin du ravito. En fait, je l'ai passé comme une balle, je me suis même pas arrêtée et j'ai fait: «Merde, le prochain ravito est à Saint-Gervais, j'ai pas rempli mes gourdes, heu, j'ai intérêt d'aller vite pour pas manquer d'eau, quoi». Donc bref, donc ça, je dirais la première partie, allégresse, machin, parce que c'est en gros, c'est du plat, il y a des mini montées et cetera. Donc voilà, jusqu'aux Ouches, kilomètre, je crois que c'est enfin, j'espère pas dire trop de bêtises, mais 13, je crois. Après, bah, ça continue un peu l'allégresse parce qu'aussi on commence à 6 heures de l'après-midi donc bah, tu vois, il y a le soleil qui commence à partir donc Hmm. on part de jour. Après, Saint-Gervais enfin jusqu'à Saint-Gervais, pareil, tu arrives à Saint-Gervais, le village, il est blindé, il y a plein de monde, c'est la folie sur la place du village, voilà, enfin, tu arrives, il y a des gens partout, partout, partout. Tu repars, pareil, il y a des gens mais enfin, tu sais, il y a une petite montée pour repartir et enfin, je pense que si j'avais tout seul, j'aurais marché, mais les gens, ça te porte tellement qu'ils disent: «Va, allez-y!» il y a des enfants qui me disaient: «Vas-y, allez-y madame». Donc tu as envie de courir, en fait, donc tu cours, machin. Donc ça continue bien comme ça et après, en fait, je pense qu'après Saint-Gervais, c'est là où, dans mon cas, enfin, au rythme où j'allais, c'est là que la nuit a commencé à tomber. Donc en plus, on passe dans des petits bois, donc ça commence à devenir obscur. Donc la deuxième partie, je dirais, c'est le moment où j'allume la frontale. Donc là, tu rentres dans la nuit.
Parce que moi, avant l'UTMB, j'avais jamais couru de nuit, donc je me suis entraînée plusieurs fois à courir de nuit, mais genre 2-3 heures, à la tombée de la nuit. Mais jamais, genre entrer dans la nuit, faire toute la nuit et ressortir de la nuit. Ça, c'est complètement différent, quoi. Donc je dirais la deuxième partie, c'est ça, c'est la nuit et en fait, c'est magique parce que c'était une nuit après la pleine lune. Donc tu imagines, tu es au milieu des montagnes, il fait tout nuit, tu vois une énorme pleine lune sur ta droite, tu vois des étoiles partout. Enfin moi genre, les gens ils étaient, focalisés sur le chemin. Moi j'arrêtais pas de tourner la tête, je regardais les étoiles, je regardais cette lune énorme, c'était magique et enfin à un moment tu es sur un chemin, un chemin plat et tu vois devant toi la grosse montagne et puis tu vois des lampes torches qui montent en zigzag comme ça. Enfin tu vois juste Oh la ouais. petite lampe qui monte, donc ça fait un petit peu comme si c'était des étoiles qui bougeaient puis tu lèves encore plus la tête et là c'est des vraies étoiles, donc ça c'est trop beau. Voilà, donc Là, à ce après moment-là, Saint-Gervais tu déjà seul? mmh? C'est-à-dire qu'il y a de la Non. distance qui s'est déjà mis, ça s'est éclaté Ouais, ou il y a tu de étais la vraiment distance. Enfin, dans tu es pas non, oui, oui, enfin, tu as des coureurs, devant, derrière toi, enfin moi jusqu'à Courmayeur, en gros, j'avais toujours, vraiment à la vue, des coureurs, devant moi. Pas tout le temps derrière moi, mais devant moi, tu vois, au loin, j'avais toujours, quelqu'un et donc après Saint-Gervais, en fait, le 1er gros stop, c'est, les Contamines. Donc c'est le premier ravito avec assistance. Donc ouais, c'est ça. Donc je te dis enfin, pour répondre à ta question, la première partie, c'est un peu l'allégresse où il y a tous les gens et cetera. Voilà, c'est le départ, c'est sympa. Après, tu rentres dans la nuit, tu arrives aux Contamines. Donc là, tu as le premier ravito et dans cette partie de nuit, en fait, après les Contamines, tu avances, c'est peu de kilomètres et tu arrives à Notre-Dame-de-la-Gorge qui est un peu, le ravito, super sympa parce qu'en fait, il y a Oka qui met des espèces de cerceaux comme ça, très grands, ah oui. multicolores, phosphorescents. Donc tu passes là-dedans, c'est un peu, d'un autre monde. Enfin, j'avais déjà vu ça sur l'UTMB l'année dernière et j'avais trouvé que c'était sympa. Donc voilà, je passe dedans, mais sans plus, tu vois? Et donc je m'étais dit: «Ah bah, c'est ça l'ambiance, Notre-Dame-de-la-Gorge. Ouais, OK, c'est sympa» et en fait, l'ambiance, c'est pas dans les cerceaux, c'est après, parce que là, tu as la montée, pour le col du Bonhomme qui commence et là, mais moi, j'ai halluciné. En fait, tu as des gens qui sont enfin, je sais pas à quelle heure il est peut-être, j'en sais rien, 10 heures du soir, 11 heures du soir et tu as des centaines de personnes dans toute la montée, mais toute la montée, tu te croirais vraiment au Tour de France. En fait, tu montes, tu es en montée, donc tu pousses sur tes bâtons et les gens, ils sont tu vois, du coup, tu vas un peu plus lentement, tu vas pas à fond comme, si tu étais sur un vélo Tour de France et les gens, ils sont sur toi, ils te crient dans les oreilles, ils sont avec leur cloche et il y a des gens qui avaient des tronçonneuses. En fait, ils avaient enlevé la lame et ça faisait vou, vou, vou. Enfin, tu montes, Mais c'est du non! n'importe quoi et puis ouais, ils voyaient que j'étais française, ils étaient: «Allez Alix, allez la France, vas-y, tu nous fais rêver!» Enfin, tu vois, ils te disent des trucs comme ça. Donc moi, ça me faisait rigoler, mais en même temps, enfin, tu es dans la montée, ça te porte ce truc, c'est un truc de malade. Donc en fait, tu passes tout ça et après, bon, bah, il y a un moment, les gens, ils sont pas montés non plus, 10 kilomètres dans les bois. Donc c'est marrant parce que tu passes de tout ça autour de toi à, cri, aucun bruit, nuit noire et puis là, ça monte. Puis tu sais que c'est une montée, enfin, en gros, l'UTMB, c'est 10 montées de 1000 D+, en gros. Donc tu sais que tu as 1000 D+ à faire, quoi. Donc voilà, tu continues dans la nuit, tu vois la lune, c'est trop beau. Tu arrives au sommet du col du Bonhomme après une longue montée. Bon, je vais la faire courte, en gros, mais bon, tu passes toute la nuit comme ça et après, tu arrives à donc le deuxième ravito important, c'est, avec assistance, c'est Courmayeur. Donc la 2e phase dont je viens de te parler, en gros, pour moi, c'est la nuit et la nuit, pour moi, elle s'est à peu près terminée à Courmayeur. Je suis arrivée, à Courmayeur à, je sais plus, 5:30, 6:00 du matin, il faisait encore nuit. Mais voilà, je suis arrivée là-bas, donc je dirais la pour moi, la fin de la nuit, c'est Courmayeur parce qu'après ensuite, ce qui suit, c'est une grosse montée, donc j'ai vu le soleil se lever dans la montée après Courmayeur et et voilà et le ravito suivant, c'est Champey et en fait, entre Courmayeur et Champey, franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Ou peut-être que je sais un peu, c'est j'ai pas mangé aux Contamines, j'ai pris une petite compote. J'ai pas mangé bien à Courmayeur, j'ai pris un bout de jambon et donc je suis arrivée, sèche à Champey. En plus, je pense que je me suis, tordu une cheville dans une descente et en fait, à Champey, je suis arrivée, enfin, je pensais que j'allais abandonner. Enfin, je m'étais vraiment dit dans ma tête que j'allais abandonner et là, c'est en gros c'est la 3e phase qui commence. Je te dirais peut-être la 3e et la dernière. Enfin, je vais essayer d'être enfin, j'ai déjà beaucoup parlé, mais en gros, à Champey, je suis arrivée, fondue. Je m'étais fait une entorse, j'avais mal au genou, je m'étais cassé un doigt. Ah oui, en arrivant à Courmayeur, je suis tombée, je me suis cassé un doigt.
Je savais pas qu'il était cassé, mais j'avais mal. Et puis à Champé, en fait, je suis arrivée, ça allait pas bien, j'ai fait un malaise vagal, ils m'ont emmenée à l'infirmerie, ils m'ont pris ma Ah tension, ils ouais. m'ont pris mes niveaux de sucre. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ils m'ont couchée sur, un lit, sous une couverture de survie et ils m'ont dit: «Ben, dormez, dormez, essayez de dormir». Donc j'ai dormi 20 minutes. Après, enfin, j'avais la cheville, je pouvais pas poser le pied et enfin, ça allait pas et en fait, tu vois, j'ai fait une première sieste de 20 minutes et après, je me sentais tellement bien dans le lit et je me suis dit, enfin là, j'étais sereine et je me disais, «Bah, je vais abandonner ici» et j'étais sereine avec l'abandon. Je me suis dit: «Ben, l'aventure se termine ici, c'est pas grave, j'aurais fait tout ce que je peux, voilà». Mais j'étais même pas triste, je pleurais pas, j'étais tellement bien sous cette couverture de survie, il faisait chaud, j'étais bien, je me reposais, je dormais. Je disais: «Bah, voilà, c'est fini ici». Puis ils m'ont bandé la cheville, ils m'ont dit: «Essayez de vous lever», donc je pouvais pas poser le pied par terre. Et je me dis: «Bah, c'est bon, c'est fini, quoi». Et voilà, donc en fait, j'avais 3 personnes qui m'accompagnaient. C'était mon père, une, très bonne copine et un très bon copain, Anne-Charlotte et Anthony. Et puis, enfin, bon, je te fais, le fast forward parce que ça a duré 2 heures, hein. J'ai été 2 heures à l'infirmerie et quand je me relève, j'appuie sur mes bâtons comme si c'était des béquilles et je pouvais vraiment pas poser le pied par terre et en fait, il y a eu 3 électrochocs. C'est comme si j'étais en mort, cérébrale et il y a eu 3 électrochocs. Donc le premier, c'est une docteure, qui était là, une, Française, ou une infirmière, les cheveux courts, blonde, assez dynamique. Elle dit, «Bon, il vous reste 45 kilomètres, mais en même temps, vous avez 20 heures devant vous pour les faire, quoi, ou 24 heures». Et là, ça fait poum poum dans mon cœur. Je fais: «Ah, peut-être que c'est faisable». Après, on essaie de marcher et cetera et et puis enfin, j'avais du mal à poser le pied, mais bon, je commençais un peu à y arriver et cetera et je dis à mes 3, les 3 personnes qui étaient avec moi, je leur dis: «Bah, j'aurais jamais été d'INF dans ma vie, bah, ce sera sur l'UTMB, c'est pas n'importe quel d'INF quoi, sur l'UTMB». Donc je dis: «Bon, bah, c'est bon, c'est fini» et mais ah oui, je leur avais dit: «Je veux pas savoir mon ranking et cetera», donc ils m'avaient rien dit pendant toute la course et je dis: «Bon, bah, maintenant que c'est fini, vous pouvez me dire j'étais combien?» Et ils me disent, ils se regardent entre eux et ils me disent: «Tu es sûre que tu veux savoir?» Je dis: «Bah, ouais, vas-y, j'étais combien?» Ils me disent: «Alix, tu es 12e féminine». Je dis: «Quoi?» Alors là, j'ai halluciné. Je dis: «Quoi? 12e féminine?» Et là, un deuxième poum poum dans mon cœur, j'ai fait: «Oh!» Je me suis dit: «Waouh, tu es 12e sur l'UTMB, quoi». Féminine et j'étais genre, 100, je sais plus, 130e, un truc comme ça sur 2 500 coureurs. Alors là, ma tête, elle a fait un petit tour. Elle a dit: «Non mais attends, tu es 12e féminine, il te reste 45 kilomètres, tu en as déjà fait 120, 125, peut-être qu'il y a moyen de le terminer, quoi». Alors là, mon corps, il a répondu différemment. Le pied, il a dit: «Ah bah, en fait, je peux peut-être courir» et donc bah, je suis partie, clopin-clopant comme j'ai pu et puis voilà et donc voilà, je vais aller vite maintenant, mais en gros, les 45 derniers kilomètres, ça a été très chaud. J'ai jamais pleuré, mais en fait, j'étais super déçue de moi. Je me disais, «Comment tu as pu arriver 12e jusqu'au 125e kilomètre et après tu fais de la merde comme ça?» et enfin, j'ai fini en gros en marchant, j'avais mal. J'avançais plus, j'ai failli abandonner, aux 2 ravitaux, gros ravitaux suivants à Trian et à Valorcine. Mais je me suis dit: «Non, c'est bon, tu es arrivé jusque-là, tu le finis, même si tu le finis en 46 heures, tu le finis» et voilà. Donc ça a été une réponse très longue, mais donc première phase, grosse allégresse, deuxième phase, la nuit et troisième phase, la lutte et j'ai mon pote Anthony qui m'avait glissé à l'oreille genre au ravito de Trian, il m'a dit, «Tu es mon phénix». Ça m'avait un peu donné des ailes pour continuer et terminer la course. Donc voilà. Donc ça allait, tu vois, j'aurais préféré que ce soit dans l'autre sens, genre lutter au début et finir sur une belle note et en fait, c'est allé, décrescendo et en fait, là aujourd'hui, je suis contente de l'avoir fait, blablabla. Mais je suis arrivée, les gens ils me disaient: «Ah félicitations, félicitations» et j'étais là: «Mais félicitations pourquoi?» Enfin, j'ai fini la course en marchant, un UTMB en marchant, enfin c'est nul. Donc j'étais vraiment dépitée à la fin. Voilà. C'est hyper riche ce que tu partages. L'arrivée à Champé, donc attends, si je résume, tu arrives en gros, tu es complètement sèche, Ouais. parce que pas assez alimentée. Il y avait un sujet d'hydratation aussi, tu penses ou pas? Non, 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 en fait, j'avais C'était pas vrai. mangé mais surtout je m'étais tordu la cheville et j'avais les genoux, vraiment qui faisaient mal, quoi et là aussi, c'est pour ça que je me détestais. Je me dis:
Attends, tu viens de mettre 9 mois de ta vie, entre parenthèses, à t'entraîner. Tu vas à la salle de sport, tu fais du yoga, tu fais blablabla et tes genoux, ils tiennent pas. Mais qu'est-ce que tu as fait de mal? Mais pourquoi? Est-ce que c'est l'entraîneur? Est-ce que c'est ton plan d'entraînement? Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu es en fait et là enfin là, une conversation vraiment négative dans ma tête en disant: «Mais en fait, tu es pas faite pour le trail, pourquoi tu t'es mis là-dedans? Tu le mérites pas, tu es pas du tout au niveau, faut arrêter, faut changer de sport, blablabla». Enfin, Waouh. très, très négatif dans ma tête, quoi. Après Et ça, j'ai tu t'en es rendu recapacité. compte, est-ce que tu t'es mis un stop, un holà à un moment donné pour te dire: «Attends, ouh là, trop de pensées Mmh, négatives, je suis en train de tomber là, je me bah, remobilise» pas et trop. Franchement, pas trop et je te dis, je suis arrivée à la ligne d'arrivée, j'arrêtais pas de demander pardon à mes assistants. Je leur disais: «Ah, je suis désolée, je suis arrivée c'est tard, vrai? vous avez» bah, eux aussi, ils ont fait 2 nuits blanches, quoi, à m'attendre, à me suivre et cetera. Je disais: «Je suis désolée, pardon», puis vraiment, enfin, tu vois, dans la dernière descente, je croisais des gens qui venaient, enfin, des supporters qui venaient voir leur famille ou je sais pas quoi. Ils me disaient: «Bravo, bravo». J'étais là, enfin, je leur répondais pas, mais dans ma tête, je disais: «Mais bravo, pourquoi, quoi? Je suis pitoyable». Enfin, dans ma tête, je me disais: «Tu es pitoyable, tu es ridicule, qu'est-ce que tu fous là? Tu as pas ta place ici». Enfin, j'étais méchante dans ma tête, quoi. Enfin, je me suis, le holà, comme tu dis, je l'ai mis, mais genre, peut-être le lendemain ou le surlendemain. Mais j'étais ouais, c'était pas un beau dialogue que j'avais dans ma tête. C'est quoi la leçon, alors peut-être pas la leçon, mais ce que tu retires de cette expérience, tu vois? On va dire de cette dernière section dont tu parles, le combat, la lutte. Hem, alors il y en a plusieurs. J'ai un ami qui est, guide de haute montagne et quand je lui ai raconté tout ça, il m'a dit, enfin, il m'a écrit après. Il m'a dit: «Tu sais, parfois la victoire, c'est savoir arrêter». Ça peut être une victoire, ça aussi. Donc mais non, mais là, je me suis dit, si j'ai fini, voilà. Alors la leçon des 45 derniers kilomètres, c'est, ben, je pense, lutter jusqu'au final, et puis aussi ah oui, l'autre leçon, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé: «Mais comment tu as fait pour tenir? Comment tu as fait si tu avais si mal?» et cetera et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que l'UTMB pour moi c'était pas juste un truc d'ego, quoi. Enfin, je le savais déjà, mais j'ai senti vraiment que c'était au fond de moi, tu vois? Là, je te montre mon cœur, mais je le sentais là, quoi. Je me disais, heu tu peux le finir. Tu as la capacité mentale et physique de le finir et c'est ça la leçon. C'est pas, dire: «Ah bon, bah, ça va pas», enfin, pas s'arrêter au premier obstacle, quoi. C'est, heu, c'est essayer, continuer et puis, c'est un peu la théorie des petits pas. Tu vois? Quand j'ai repris après Champêtre, je me dis: «Allez, je vais jusqu'au prochain ravito, au pire, je m'arrête au prochain ravito, mais au moins j'aurais fait, 150 kilomètres, pas 120». Et voilà, donc c'est tenir, lutter et puis se reconnecter à pourquoi tu es là aussi, et Mmh. avoir ton purpose bien, bien clair. Est-ce que je suis là pour, pouvoir faire ma petite publication Instagram, j'ai fait l'UTMB ou est-ce que tu es là parce que tu vas chercher un truc beaucoup plus profond, quoi? Et moi, j'étais là pour chercher beaucoup plus profond. Voilà. Et tu l'as trouvé? Ben, ouais. Tu dirais que c'est quoi du coup? Hem Bah, c'est un peu la force intérieure. Voilà, je vais rentrer un peu dans la philosophie, dans la profondeur et cetera, mais tu vois, il y a des gens qui disent, «Ouais, courir un ultra, c'est comme, aller chercher sa limite», mais pour moi, c'était voir pas jusqu'où je peux aller, parce que je pense que je peux même aller encore plus loin, mais je me suis rendu compte que en fait, ça m'a permis de voir que j'étais capable de faire des trucs qui me faisaient peur, que j'étais capable de faire des trucs qui enfin, il y a des gens qui m'avaient dit: «170 kilomètres, Alix, pas sûr que tu y arrives la première fois, mais c'est pas grave si tu y arrives pas la première fois». C'était un peu me prouver que j'ai cette force. Ouais. Et tu penses que ça va impacter comment, la suite de ta pratique du trail ou même, tu vois, d'un point de vue professionnel? On n'a pas encore parlé de ça, mais cette expérience et même c'est quand même super frais là, on enregistre, on est le 12 donc tu es arrivé Ouais, il y a moins de 2 semaines. ouais. Est-ce que tu conçois déjà le fait que ça aura potentiellement un impact sur des décisions que tu auras à prendre, sur l'orientation que tu vas donner à ta carrière? Hem, ou tu penses que c'est peut-être trop tôt encore et qu'il y a besoin de digestion? Non, mais en fait, ça me donne une force et ça me donne en fait, ça te donne de la confiance en toi, tu vois? Quand tu finis ça, tu dis: «C'est bon, je peux encaisser» et
En fait, je me sens vachement plus, heu capable de prendre des décisions rapidement. En fait, je sais ce que je veux maintenant. Enfin, ça me renforce dans ça, genre, je sais ce que je veux, je sais dire oui, je sais dire non, je sais dire, bah, ma priorité, c'est ça, si vous êtes pas d'accord, je m'en fiche. Enfin, au bureau, dans ma vie professionnelle, quoi. Mes priorités, elles sont super claires et et puis je vais sur elles, quoi. Je fais moins de compromis, je vais plus vite. Franchement, je sens que ça renforce la confiance en soi et la détermination et hem et ça me donne une comment on dit? Peace of mind. Enfin, je suis Hmm. super claire. Ouais, ça me donne beaucoup plus de enfin, je sens que ça a renforcé ma clarté et ma vision de ma vie. Waouh. Ça, c'est un bénéfice intéressant quand même. Ouais. Bah, je pense que tu l'as eu quand tu as terminé la PTL aussi. Tu étais fière de toi, tu t'es sentie fort et cetera. Donc je pense que c'est quand tu termines un un challenge comme ça, c'est un peu le genre de sentiment que tu peux avoir, même si ça a fait mal. Même si ça fait mal, ouais. Mais on me l'avait dit après la PTL. Tu as D'ailleurs, pas toi, senti ça, toi? bah, si, ouais, si, dans l'instant, je dirais qu'il m'a fallu quand même, tu vois, c'est pour ça que je te demandais si tu avais le sentiment qu'il te fallait du temps pour digérer encore, parce que moi, la PTL, il m'a fallu quand même un bon moment avant de me Mmh. dire, ok, c'était une expérience de ouf, Mmh. j'ai beaucoup appris, etc. En fait, si tu veux, il m'a fallu du temps pour vraiment ne conserver que le positif Mmh. et laisser un peu de côté toutes les sections vraiment, mais tellement Ah! dures qu'on a fait. Tu vois, Alors, ça, je j'ai mis pense du temps à que ouais, l'oublier. je pense que j'ai fait pareil que toi, sauf que moi, je l'ai fait sur, 32 heures et toi, tu as Ouais, fait 6 jours ou 7 jours. Donc ma 142 récupération, elle a heures, ouais, été c'est ça. proportionnelle à Ouais, à ouais. la durée de l'effort. Mais, effectivement, moi, je te dis, le lendemain, j'étais encore un peu gna gna gna, j'ai pas fait une bonne perf, gna 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 et après, en fait, mais c'est vrai que ça m'a pris une semaine à processer mes émotions, quoi. Donc moi, j'écris beaucoup, ça m'a beaucoup aidé d'écrire, d'analyser un petit peu ce que j'avais fait. Ça m'a aidé d'en parler et puis j'ai déjà enregistré mon petit podcast, sur Ahorita en espagnol pour Yes. expliquer ma course et ça m'a fait du bien. En fait, ça m'a fait une espèce de psychothérapie. J'ai sorti des trucs et en parler, je pense que ça fait du bien parce que tu mets des mots sur des émotions et là, tu vois, tu me poses des questions, tu me fais réfléchir. Ça m'aide aussi à processer le truc, quoi. Hmm. Tu me fais penser là en parlant de ta déception par rapport à la performance. Alors c'est un partage, hein, je ne suis pas du tout en mode donneur de leçons ou autre, mais un truc que j'avais découvert parce que mon approche sur pas mal de trails, etc., c'était aussi plutôt un chrono, tu vois, ou Ah. en tout cas il y avait cette notion de performance. En repréparant du contenu pour mes programmes de préparation mentale, j'ai refait un focus sur le type d'objectif qu'on Mmh. peut se définir, tu vois, quand on Mmh. prépare une échéance, un entretien, enfin Mmh. bon, bref. Mmh. Objectif de performance qu'on évoquait, objectif de résultat et qui est un peu différent, et objectif de processus qui est au final, bah, par exemple, tu vois, réussir à mener de front une vie pro stimulante, Mmh. ce que tu as à Madrid, et en parallèle, bah, enchaîner des heures et des heures d'entraînement sur différentes disciplines, etc. Et en fait, le constat scientifique, c'est que pour tous les sportifs de haut niveau, tous les sportifs, je vais arriver, tous les sportifs et sportifs de haut niveau qui mettent en place en fait le triptyque, c'est-à-dire un objectif de résultat couplé à un objectif de performance, couplé à un objectif de Le processus, bah, en processus. fait c'est là que finalement tout se rejoint et que tu as bah, des sportifs et des sportives qui sont les plus épanouis et les plus Et ce serait performants au quoi, sens global du terme. comme exemple? Parce que tu dis Ça objectif serait de performance, résultat et processus. Donc c'est ouais, quoi? bah, objectif de résultat, ce serait par exemple être je sais pas, top 3 féminine. Mmh mh. Donc, objectif de résultat, c'est en fait, tu te compares à Mmh. d'autres. Mmh. Objectif de performance, ce serait réaliser mon meilleur temps sur, je sais pas, 30 kilomètres. Mmh mh. Donc là, en fait, c'est toi, tu te compares à Mmh mh. toi, ton Mmh. historique à toi. Et objectif de processus, ça serait, alors tu vois, je t'ai parlé de vie pro, vie perso, mais ça pourrait être le processus, ça pourrait être eh ben, avoir des transitions de plus en plus rapides, Mmh. tu vois, de plus en OK. plus efficaces, Mmh. ou diviser par deux mon temps de transition par rapport à ce que je faisais sur un trail précédent. Et en fait, quand tu te focuses sur trois types Mmh d'objectifs mh. légèrement différents, mais qui finalement vont tous dans le même sens, bah, c'est là où tu as une performance globale qui est la meilleure. Donc voilà, OK. petit partage pour étaler la confiture sur la tartine.
OK, et bah, la question qui me vient, forcément, c'est, maintenant que ce rêve, est accompli, déjà, est-ce que tu dirais que rêve versus réalité, il y a eu un écart, plus important que ce que tu avais imaginé ou pas? Mmh, non. Non et en fait, même, bah, j'ai eu ce que j'étais venue chercher, quoi. Je savais que ça allait être difficile et bah, oui, ça a été difficile et mais ça a été difficile à la fin, c'est ça qui m'a un peu frustrée. Ça allait tellement bien au début. Après, je pense que c'est la réalité qui a dit: «Oups, j'ai un peu trop lâché sur le rêve, maintenant je vais lui faire, voir, vivre la réalité». Non mais le ouais, tout était là, et ça s'est même encore mieux passé que ce que j'imaginais, quoi, c'était fou. Si c'était à refaire, c'est quoi que tu changerais du coup sur la dernière section? Ça serait vraiment l'alimentation? Pour toi, c'est là Non que et ça a puis, pêché? je pense que dans mon entraînement, il faut que je fasse un truc pour mes genoux et j'en ai Mmh. parlé un peu autour de moi parce que c'est une question qui m'a taraudée pendant les 45 kilomètres. J'étais là: «Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait?» Je mettrais du vélo. Je mettrais plus de Ah cross oui. training et peut-être courir moins et faire plus de vélo. Donc du coup, pour, renforcer les quadris et mettre moins d'impact peut-être, pendant l'entraînement. Donc ça, c'est premier truc. Deuxième truc, je travaillerai les descentes parce que déjà, enfin moi, je suis pas bonne en descente, enfin je suis assez lente. Et du coup, je suis sur la retenue et je pense que c'est ça aussi qui tire sur les genoux, Mmh. donc plus travailler les descentes, faire vraiment du travail, plus focus sur les descentes et puis me poser plus au début, manger peut-être partir, peut-être, beaucoup plus consciemment, me retenir un petit peu plus sur les premiers kilomètres. C'est vrai qu'ils disent souvent, que tout commence dans la deuxième partie de course, donc à partir de Courmayeur. Moi, je dirais même à partir du col Ferret. Voilà, donc ce seraient les 3 trucs. Bah, écoute, la prochaine fois que tu viens à Aix, on va se faire quelques descentes bien techniques à la Sainte-Victoire et cette fois-ci, j'essaierai de ne pas être malade et de ne pas cracher mes poumons pour que tu puisses vraiment t'entraîner. Merci, merci coach. Hem, la suite, du coup, est-ce que tu as déjà un nouvel objectif, Non, je suis sur encore en lequel train tu de penses te lancer? processer le truc, mais pour être honnête avec toi, donc je suis passée par la phase, le trail c'est pas pour moi, c'est fini, là là là, à je veux ma revanche sur l'UTMB, je veux bien le faire et voilà. Je me dis: «Est-ce que là, j'essaie de le refaire l'année prochaine?» Bon après, il faudrait rentrer dans la loterie, blablabla, voir si je suis prise et cetera. Donc enfin je sais pas, j'aimerais bien le refaire mieux et puis sinon, bon, bah, ceux qui ont fait l'UTMB, ils disent: «Ah, après c'est la Diag», mais bon, la Diag, c'est autre chose, quoi. Il fait chaud, c'est sans bâton, c'est loin, donc je sais pas. Non, non, j'ai encore pas d'objectif. Je préfère, digérer un peu ça, Ouais. mais et puis aussi, je pense que, bah, pour être honnête, je pense que je suis allée trop vite. Tu vois? De passer d'un 60K il y a 2 ans à 170K là, en 2 ans. Bon oui, je l'ai fini, mais je suis pas sûre que j'étais vraiment au niveau. Donc peut-être faire plus des 100K. J'ai bien aimé la distance des 100K, donc peut-être faire, plus de 100K, voilà. OK. Génial. Est-ce qu'il y aurait peut-être, toi, un dernier message que tu voudrais faire passer, tu vois, celles et ceux qui nous écoutent, qui osent pas trop se lancer? Alors ça pourrait être sur un UTMB ou sur un autre type de défi qui leur fait un peu peur justement. Qu'est-ce que toi, tu aimerais leur dire maintenant que tu as réalisé ça? Et ben, alors le premier point, c'est si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment grands. Donc en fait, se mettre un gros objectif, ouais, ça peut faire peur, mais en même temps, une fois qu'on s'est mis cet objectif et qu'on l'a vraiment intériorisé, bah, tout s'aligne en fait et donc se mettre des objectifs qui font peur parce qu'aussi ça fait évoluer dans la vie et ça peut être un objectif sportif, ça peut être un objectif, bah, je parle de ça dans Ahorita, de je sais pas, de changer de pays, de se lancer dans une nouvelle activité et cetera. Donc un objectif se mettre un objectif, bon pas forcément qui fait peur, mais genre qui nous impressionne et on dit où on admire les gens qui le font et on dit: «Oh, est-ce que je serais capable?» et cetera. Donc oser, c'est ça, oser se fixer des objectifs qui peuvent paraître, fous pour nous. Et le deuxième point, c'est ce dont on parlait, avoir la discipline, avoir un petit plan et en fait le petit plan, c'est faire un petit peu tous les jours. Enfin moi, j'ai jamais couru, j'ai dans les derniers 12 mois, j'ai jamais couru 100 kilomètres. J'ai toujours couru, enfin mon maximum, je pense que ça a été une course de 78 peut-être ou 80. Donc j'ai même pas fait la moitié de l'UTMB avant. Donc en fait, c'est vraiment des petits objectifs. C'est un petit peu tous les jours et c'est ça, c'est de la discipline. Mais une fois qu'on a un vrai objectif, qui a un vrai purpose, qu'on sent, au fond de nous, bah, c'est faire un petit peu tous les jours pour y arriver. En fait,
Moi, il y a un an, l'UTMB, je le voyais, je te disais au début, j'en pleurais parce que je me disais: «Ah mais c'est dur, mais comment je vais y arriver? Nanana». Au final, quand tu as ton plan et quand tu dis: «Ben, dans un mois, je vais faire une course de 35 kilomètres et puis après j'en ferai une de 42 et puis, là, je vais faire des sorties longues, un petit peu plus longues» et cetera et ben, tu arrives et moi, je te dis, je sais pas, 2-3 semaines avant l'UTMB, j'étais super sereine parce que je me disais: «J'ai f» tu sais, en anglais, ils disent, I do what I got to do. Donc j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. J'ai suivi mon plan. Tous les jours, j'ai fait mon petit tic tic, check, check, check et puis voilà. Voilà, c'est ce que je dirais. Tout est possible. En fait, Excellent. c'est ça mon message. Je pense que tout est possible et c'était un peu le message que je voulais faire. Je me dis, «Oui, je suis une femme, je suis pas la plus jeune, je suis pas la plus fine, je suis pas la plus, sportive, je suis pas la plus» enfin rien, mais si on s'en donne les moyens, je pense qu'on peut vraiment arriver à faire des trucs fous et les gens, ils me disent souvent: «Ah mais tu es trop forte». Mais non, je suis pas trop forte. Je me suis accompagnée de gens, qui m'ont aidée. Mes assistants enfin les 3 assistants Anne-Charlotte, Anthony et mon père, enfin je suis tellement, reconnaissante, auprès d'eux, ils ont été là tout le temps. En fait, c'est se donner les moyens, s'entourer, se conseiller et puis vivre, ses rêves, quoi. Voilà. Ça a été un peu long, mais c'est ça. Finalement, est-ce que c'est pas le message que tu retrouves sur Aorita avec tous les invités que tu reçois? C'est pas ça qui ressort un peu, régulièrement? De croire en ses rêves, d'oser se lancer, Ah bah complètement. Oser, c'est ça, c'est oser et ils disent tous ça. Ils disent parce que je fais une petite pub pour Ahorita, mais bon, Ahorita en mexicain, ça veut dire, c'est quand on a quelque chose en tête et on dit: «Oui, je vais le faire un jour, un jour, un jour» et on le fait jamais. Donc moi, j'interviewe des gens qui l'ont fait, qui se sont lancés et en gros, quand je leur dis: «Ça a été quoi ton Ahorita moment?» Quand est-ce que tu t'es dit: «Ah, je vais me lancer?» et ben, c'est parce qu'ils avaient super peur et puis un jour, ils disaient: «Allez hop, j'y vais». Non, c'est en général, d'ailleurs, c'est pas un jour, ils disent: «Allez hop, j'y vais». S'ils font un petit peu, et puis ils disent: «En fait, il y a pas eu de ahorita moment». Ça a été une succession de petites actions. Tu vois, c'est comme toi, quand tu as quitté ton job, quand tu as lancé ton podcast à fond ou quand tu te lances dans tes aventures folles et ben, c'est un petit peu tous les jours. Voilà. Tu du teasing à nous faire sur un prochain invité, complètement Ahorita sur ton podcast? Alors non, Ou parce que est-ce que tu pour l'as mis en d'ailleurs, je sais pas, est-ce que tu l'as mis en pause, non, non, pendant j'ai l'UTMB? continué, mais là, du coup, ça a été un peu focus UTMB pour expliquer ce que c'était, pour faire mon feedback et cetera. Là, si je vais en sortir une d'ailleurs en français, bah, je pense dans 1 ou 2 semaines. Donc elle est coach et elle donc pareil, changement de vie et cetera. Mais elle est coach spécialisée sur, justement l'équilibre, vie pro, vie perso et l'interview avec elle, elle est super agréable parce qu'en fait, elle dit, «We can have it all», mais mais de façon enfin pas à l'américaine, «Ouais, Mmh, on peut tout faire» et cetera. C'est une façon douce de trouver l'équilibre et l'harmonie dans sa vie et voilà. génial. Après ouais. Non, j'en trouverai d'autres après. Mais là, c'est vrai qu'avec l'UTMB, le mois d'août, j'ai un peu mis le podcast entre parenthèses et j'ai parlé que Bah, tu d'UTMB. m'étonnes, Voilà. tu m'étonnes. OK et ben, écoute, merci Alix, c'était génial ce débrief sur ton UTMB, savoir un peu comment ça s'était passé. Franchement, encore bravo, parce que c'était quand même un sacré gros morceau et je trouve ça super inspirant de t'entendre dire que, tu as commencé le trail il y a finalement, pas si longtemps que ça, que c'était un objectif qui clairement te faisait peur, mais, tu es allé, tu as mis ce qu'il fallait en place et au final, même si le résultat en termes de performance, de classement est pas exactement ce que tu étais allé chercher. Moi, j'ai quand même entendu qu'il y a eu des super enseignements et que l'expérience a été quand même assez Ouais. Non, mais folle. juste une petite clarification. En fait, c'était complètement le résultat que j'étais allée chercher. Le seul truc, c'est que enfin, juste pour info, dans le classement, avant le départ UTMB, j'étais 77e féminine dans le classement. Donc moi, je m'attendais à arriver 77e en gros et Ah je ouais, m'étais mis comme objectif 33 heures et en fait mais c'est ça le problème, c'est que quand j'ai su que j'étais 12e et que la projection de temps selon, Live Trade et cetera, c'est que je pouvais le faire en 28 heures, en fait, ça m'a déboussolée ça m'a sorti de mon objectif, mais enfin, faire une paire, faire 32 heures sur l'UTMB, franchement, c'est pour un premier, moi, je suis très contente. Enfin, ah mais je bah m'en ouais. suis rendu compte une semaine après, mais mais c'était j'ai fait carrément mieux que ce que j'étais allée chercher au final. Mais ça, je te le dis aujourd'hui, il y a une semaine, je t'aurais dit: «Ouais, j'aurais pu faire mieux». Bref. Comme quoi,
Bah écoute, en tout cas, c'était vraiment passionnant de t'entendre nous dévoiler un petit peu l'envers du décor. Bonne convalescence, puisque moi je l'ai vu, t'as encore le doigt tout Ah frappé. oui, j'ai un petit doigt cassé, mais ça va. Ouais, C'est juste donc un petit doigt. bon. Et puis écoute, on reste en contact. Je mettrai tous les liens pour Aorita en description de l'épisode. Et je te dis peut-être à bientôt pour un débrief d'une nouvelle aventure complètement folle. Ouais. Merci Loïc, et longue vie au frappé, et hâte d'en entendre plus sur tes prochains invités et ta préparation à tes défis fous de Ironman Yes. Co. Merci Alix. Merci d'avoir écouté cette conversation avec Alix dans son intégralité. J'espère que son récit de l'UTMB vous aura incité à prendre le départ de vos propres défis. Peut-être d'ailleurs qu'il s'agira de l'UTMB l'an prochain. Quoi qu'il en soit, cet épisode, comme tous les autres, vous est proposé intégralement, gratuitement. Tout ce que je vous demande en retour, c'est de m'aider à donner de la visibilité à mes invités complètement incroyables, en notant le podcast 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, en ajoutant un commentaire et en le partageant autour de vous. Si vous voulez m'envoyer des feedbacks, vous pouvez le faire comme d'habitude sur le compte Instagram du podcast lesfrappés.podcast ou bien par email à hello@lesfrappés.com. Je vous dis à la semaine prochaine avec un invité qui nous vient de l'univers du trail, qui connaît très bien l'ultra également et qui a réalisé la plus longue course d'orientation au monde. À bientôt les frappés.